Donc, on va commencer par les examens prénuptiaux et après, on va parler euh, d'eugénisme d'une manière générale. Et je remercie une fois de plus le docteur Allison Luson qui est là, qui est l'organisme de tout, qui est le moteur de tout ce projet qui est une étude régulière, une étude de la Torah et des relations avec la médecine. OK. Donc, je ne vais pas vous faire une grande. Vous connaissez toute la médecine, vous êtes tous des professionnels, mais quand même, j'aimerais remettre les points sur quelques points importants pour que les choses soient claires euh, de ce qui se passe en Israël à ce niveau-là. Et puis après, on verra les aspects ilkhatiques, etc. Donc, vous savez tous que on est la fusion de spermatozoïdes et d'un ovocyte, d'un ospermocyte et d'un ovocyte qui se trouve, et donc une fusion de chromosomes, 23 chromosomes dans l'ovocyte et 23 chromosomes dans le spermatozoïde. Et puis on a le zygote, et puis après on a le morula, etc., qui se développe jusqu'au moment où, en fin de compte, dans toutes nos cellules de notre corps, on a 46 chromosomes qui sont donc le karyotype qu'on a. Et les choses sont claires, les choses sont faciles. Vous savez très bien que les choses sont, voilà, que les choses se passent de cette manière. Et lorsqu'on parle d'hérédité et de faculté de certains gènes, on parle de gènes récessifs et de gènes dominants. Et ça, c'est important pour pouvoir bien comprendre le but des examens prénuptiaux qui sont faits en Israël, et puis aussi avant les traitements de fécondité. Lorsqu'on parle d'un gène récessif, on parle d'un gène ou d'une mutation génétique qui, en elle-même, quand elle est uniquement sur l'un des chromosomes, puisque les chromosomes viennent euh, par paire, il y a deux chromosomes numéro 1, deux chromosomes numéro 2, deux chromosomes numéro 15. Donc, lorsqu'il y a uniquement un des chromosomes qui a une mutation génétique sur un gène qui est récessif, alors il n'y a pas d'incidence médicale sur la personne qui est porteur de ce gène, puisqu'il faut, pour que cette personne soit malade, il faut qu'il ait une mutation génétique sur les deux allèles, qui sont les deux paires de chromosomes qu'il a. C'est donc une maladie génétique récessive, ou bien ça peut être aussi, on ne parle pas uniquement de maladie génétique, on peut aussi parler tout simplement de, de, de gènes, de caractères génétiques qui peuvent aussi être récessifs, comme la couleur des yeux et d'autres caractères qu'on a pour le fonctionnement de notre corps. Et puis, on a des gènes qui sont des gènes qui sont dominants ou des mutations qui sont sur des gènes dominants. Le fait qu'un gène sur uniquement un des allèles à cette mutation, ça provoque une maladie chez la personne qui a donc cette mutation. Ça, c'est donc la base de tout. Alors, bien sûr, quand on parle de maladies, il y a des maladies très graves, il y a des maladies qui ne sont pas graves du tout, il y en a qui sont très variables, où il y a certaines personnes qui sont très malades et d'autres qui n'ont presque aucun symptôme. Il y a des maladies qui se déclenchent dès la naissance, il y en a qui vont se déclencher euh, euh, à l'âge adulte ou même à la vieillesse. Tout ça, c'est important. Bien sûr, on va en prendre en considération cela lorsqu'on va parler d'examen génétique. Et donc, lorsqu'on parle d'un mariage, on considère qu'il y a un papa et une maman qui sont peut-être pas porteurs d'une maladie génétique. Et si on parle qui sont porteurs d'une maladie génétique récessive, eux-mêmes, ça se trouve, ils ne le savent pas du tout. Il n'y a aucune personne dans leur famille qui est malade de cette maladie. Ça peut être la mucoviscidose, ça peut être le Tay-Sachs, ça peut être d'autres maladies, ça peut être la surdité. Et il n'y a aucun problème ni de la famille de la maman, ni de la famille du papa. Et puis, lorsqu'ils vont se marier ensemble, alors à chaque grossesse, il va y avoir une possibilité de 4 combinaisons possibles à chaque grossesse. Il peut y avoir un ovocyte avec la mutation, comme vous voyez ici, j'ai mis une petite étoile. Et puis, le papa, il va donner un spermatozoïde où il y a aussi cette mutation. Et donc, cet enfant-là va naître avec une maladie génétique récessive parce qu'il a reçu les deux mutations de ses parents. On peut avoir un enfant qui, par contre, n'a reçu aucune mutation
il a reçu simplement des allèles qui sont parfaits. Et dans ce cas-là, cet enfant, il est bien porteur, il est bien, il est sain, il est pas malade et en plus, il est plus porteur de cette maladie génétique. Et puis, on a 50% des enfants qui vont recevoir, 25% qui vont recevoir peut-être le gène de la mère avec la mutation, mais pas du côté du père, ou le contraire. Et donc, lorsqu'on a des familles, des parents qui sont les deux porteurs d'une maladie génétique, qui est une maladie récessive, à chaque grossesse, ils ont 25% de risque d'avoir un enfant malade, 25% de chance d'avoir un enfant qui sera ni porteur ni malade, et puis encore 50% de chance, je dirais, d'avoir des enfants qui seront aussi en bonne santé. Si on regroupe tous les enfants en bonne santé, on est à 75%, c'est quand même la grande majorité. Et puis, on a 25% d'enfants malades. Alors, bien sûr, tout ça, c'est aléatoire. Quoi, aléatoire? C'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans les mains de Dieu. On peut avoir une famille qui a 5 enfants, 10 enfants, tous en bonne santé, une partie porteur, une partie même pas porteur de la maladie. Puis on peut avoir une autre famille où on aura 5 enfants, tous malades. Et il y en a qui seront peut-être malades euh, avec une maladie pas très grave. Et les autres frères qui sont avec une maladie très, très grave. Et encore une fois, la médecine n'a pas aujourd'hui toujours d'explication pourquoi certaines personnes ont justement une maladie très grave et d'autres moins graves alors que c'est sur le même gène. Mais on sait aujourd'hui que certainement d'autres gènes qui sont sur d'autres chromosomes ont peut-être une influence sur euh, la manière dont les gènes vont s'exprimer et que donc certaines familles vont avoir des enfants avec une maladie très très grave alors que d'autres vont avoir des maladies qui tout à fait bénignes. Bon, je laisse encore une fois, je ne suis pas généticien. S'il y a des généticiens qui sont là ce soir avec nous, ils peuvent avec plaisir développer encore plus le sujet s'ils veulent. Tout le monde peut intervenir, il n'y a pas de problème, hein. OK. Alors en Israël, on sait que sur certaines maladies génétiques, on est beaucoup plus, je dirais, la, 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 la proportion de personnes qui est porteur de ces maladies génétiques dans le peuple juif est beaucoup plus importante que dans le reste des populations. Et je dirais, fixé en Israël on s'est rendu compte qu'il y a certaines maladies qui sont vraiment très fréquentes et qui sont pratiquement inconnues dans d'autres pays. Alors, une des maladies les plus connues, et tout a commencé par elle, c'est le fameux Tay-Sachs, qui est le nombre de populations porteurs, c'est 1 sur 30 dans les populations ashkénazes et 1 sur 110 sur les gens d'Afrique du Nord. Mais vous voyez, 1 sur 30, ça veut dire que si on a 30 garçons ashkénazes face à 30 filles ashkénazes qui vont se marier entre eux, on risque d'avoir un couple qui vont se marier entre eux et qui seront tous les deux porteurs de cette maladie. Alors, encore une fois, statistiquement, c'est rare, c'est minime, etc. Mais ça fait que c'est pas rare de trouver en Israël. Ben, maintenant, aujourd'hui, c'est oui rare parce qu'on fait ce genre d'investigation, mais à une époque, c'était pas rare de trouver dans les hôpitaux des enfants malades de cette maladie, qu'une maladie terrible où il n'y a aucun médicament et aucun traitement. Et les enfants meurent vraiment euh, dans la souffrance sans aucune une possibilité de les sauver. Alors, vous voyez la mucoviscidose, ce qu'on appelle en anglais les cystic fibrosis, qui est aussi euh, connu dans les différentes communautés en Israël, et puis SMA, et la thalassémie, etc. Vous voyez que ça, ce tableau que je vous ai apporté ici, ce n'est pas un tableau que moi j'ai fait, j'ai simplement traduit un tableau qui est sur le site de la Coupatrolie Maccabi en Israël, qui est une des plus grandes coupatrolies, des caisses de maladies, et voilà sur leur site. Alors, à une époque, on pensait que c'était uniquement une histoire d'Ashkénaz, qu'il y avait simplement chez les Ashkénazes des maladies. Chacun avait ses opinions. Pourquoi les Ashkénazes, c'est chez eux et pas chez les autres? Est-ce que parce qu'ils font pas 30 jours de slichot ou parce qu'ils mangent du gefilte fish? Je ne sais pas. Mais à une époque, le, le, le- la, 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 la-
on disait couramment, toutes ces histoires, c'est une affaire d'Ashkenaz. On sait aujourd'hui que c'est tout à fait erroné. Et comme vous voyez ici, on a des maladies qui sont chez les juifs irakiens, Kostaf. On a des maladies qui sont très courantes chez les juifs du Yémen, MLD. Il y en a d'autres, c'est que l'Afrique du Nord, etc. Donc, je vous ai fait ici et on parle encore une fois d'une incidence, d'une fréquence qui est élevée. 1 sur 100, 1 sur 80, 1 sur 30, comme vous avez vu. Alors, chez les Juifs d'Afrique du Nord, on a une maladie qui s'appelle ataxia. On a le Tay-Sachs qui est différent du Tay-Sachs ashkénaze, etc. Et puis, chez les Juifs de Libye, on a encore une autre maladie qui est dans l'Afrique du Nord. Les Libyens sont, je dirais, un groupe à part. Et puis, on a des maladies qui sont chez les Irakiens, chez les Juifs yéménites, etc. Alors, comment on explique le fait que dans les populations juives, il y a certaines maladies qui, d'ailleurs, dans les livres de génétique mondiale, ils sont considérés comme des maladies juives, ok? Parce que d'autres populations n'ont pratiquement pas ces maladies-là. Alors, bien sûr, l'explication, c'est le mariage, ce qu'on appelle endogame, le fait que les juifs se sont mariés entre eux. Et imaginez le mariage d'une jeune fille il y a 150 ans en Pologne, ou que ce soit il y a 150 ans au Yémen ou 150 ans au Maroc, c'est exactement la même chose. Euh, elle habite dans un petit village et il y a 4 filles là-bas de son âge plus ou moins. Il y a 4 ou 5 garçons plus ou moins de son âge. Et puis il va falloir choisir qui est-ce qui va se marier avec qui. Donc, en général, c'est les parents qui vont décider. Et ils vont prendre en considération parfois combien on va leur donner, quelle est la réputation de la famille, etc., etc. Et puis quand ça ne marche pas, il n'y a pas un garçon qui est valable dans le village, bon, ben, on va dans le village d'à côté. Alors au maximum, on prend son âne, on va marcher dans la neige, on arrive encore à 20 à 30 kilomètres, et puis on va pas aller plus loin. Et donc, si on voit les choses de cette manière, et qu'on en passe d'une génération à une autre génération, une autre génération, et après 50, 100 générations, eh ben, tout le monde va être plus ou moins petit cousin, arrière-petit cousin, toutes les gens vont avoir des origines génétiques qui sont communes, parce que, encore une fois, les gens se marient entre eux dans le village, avec les villages d'à côté, et puis après, voilà, donc au bout d'un certain nombre d'années, il s'avère qu'on est tous un arrière-petit cousin, etc. Donc il suffit que on ait un ancêtre qui a créé le village, le premier, avec les premières familles, qui était lui-même porteur d'une mutation génétique. Il a peut-être transmis ça à une partie de ses enfants, qui ont transmis ça à une partie de leurs petits-enfants, et puis d'un coup, les petits-enfants, qui sont les cousins germains, commencent à se marier entre eux, et il y a des enfants qui sont malades de ces maladies génétiques, et puis il y en a d'autres qui sont porteurs, et comme ça, ces maladies restent plus ou moins dans la région, et comme les Juifs se marient qu'entre eux, et ben les populations non juives qui sont autour, ils ne sont pas atteintes de ces maladies. Et pareil, s'il y a des maladies euh, dans les populations non juives qui sont autour, et ben les juifs ne sont pas atteints de ces maladies. Mais comme les non juifs peuvent se marier, ils voyagent d'un pays à l'autre et ils se marient entre eux sans aucun problème, euh, le risque de prolifération de ces gènes, elle est beaucoup plus, je dirais, restreinte que lorsqu'on est enfermé dans ce qu'on appelle des mariages endogames, où les gens se marient entre eux, etc. Et donc, euh, c'est l'explication des généticiens. Et d'ailleurs, c'est pas une histoire que de juifs, c'est une histoire de toute population qui est une population fermée qui se marie qu'entre eux et qui est une toute petite population. Alors, il y a en Israël, quand vous rentrez sur le site du ministère de la Santé israélien, vous avez les maladies euh, dans la population juive selon les origines. Et puis après, si vous rentrez, il y a aussi d'autres maladies qui sont, par exemple, chez les Druzes, puisque les Druzes sont une toute petite population en Israël et qui se marient qu'entre eux, et c'est vraiment une toute petite population, et bien encore une fois, euh, au bout d'un moment, c'est tous des cousins, des petits cousins, etc. Mais même chez les Palestiniens, chez les Arabes israéliens, et ben c'est pareil, parce qu'ils vivent ce qu'on appelle en chamoulot. C'est-à-dire que
on va pas faire de politique ce soir, mais l'arabe qui est à côté, qui vit dans le Golan, c'est pas du tout le même arabe qui vit dans la bande de Gaza. Ceux qui vivent dans la bande de Gaza, ils sont venus d'Égypte. Ceux qui sont dans le Golan, ils sont venus de Syrie. Ils parlent même pas le même arabe et ils se marient en général qu'entre eux parce que justement, il y a des histoires de famille et puis il y a des histoires de terrain, d'héritage, etc. Et ça fait qu'aussi, dans les pays, dans certains groupes arabes en Israël, il y a certaines maladies qui n'existent que chez eux. Il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, j'étais à l'hôpital à Nazareth, dans la Nazareth arabe. J'étais à l'hôpital, ce qu'on appelle l'hôpital anglais, qui est Scotland de l'hôpital. Et je discutais là-bas avec les médecins qui sont chrétiens. Et ils me disaient qu'il y a un village qui est pas loin de Nazareth où une grande majorité des enfants sont sourds, muets, et parce qu'ils se marient tous qu'entre eux, voilà, parce qu'ils se marient tous entre eux dans la famille, entre cousins, petits cousins, arrière-petits cousins, et puisqu'ils sont tous porteurs, ou une grande partie sont porteurs de cette maladie génétique, la surdité, ça doit être du connexine 26 ou un truc comme ça, et ben une grande majorité de leurs enfants sont sourds et muets, et ils continuent, et ils arrivent pas à casser parce qu'il y a des traditions très très fortes, et puis il y a des enjeux et politiques et économiques très forts, etc. Et il faudrait casser cela. Alors en Israël, euh, à cause de cette fréquence de maladies, euh, il y a eu, aujourd'hui, on propose donc à tous les gens qui veulent se marier en Israël, ou à toutes les femmes qui sont enceintes, ou à toutes les couples qui veulent faire des traitements de fécondité, de faire ces examens génétiques pour vérifier s'il y a un risque que l'enfant qui va naître ou qui est déjà en gestation est malade d'une maladie génétique grave. Alors bien sûr, ça pose des questions d'éthique. Lorsque je parle de ça souvent à des gens qui sont non juifs ou des gens qui sont, ils me disent mais vous êtes des fous, c'est comme ça que vous vous mariez, vous faites des examens génétiques avant de décider si on va se marier oui ou non. Alors faut comprendre, pour bien comprendre le sujet, il faut comprendre aussi le côté sociologique des choses parce que il y a une influence de la sociologie sur le côté médical. Donc qui est-ce qui a commencé à faire ce genre d'examen? Et par qui ça a commencé? Ça a commencé d'abord aux États-Unis par un rabbin qui s'appelle le Rav Eckstein et qui a monté aux États-Unis d'abord et puis après en Israël cet institut qu'on appelle Dor Yesharim. Dor Yesharim, ça veut dire une génération droite. Ok, ça vient d'un verset de Sefer Teilim, des psaumes de David, qui parle du fait qu'on souhaite aux gens qu'ils aient des enfants en bonne santé et qu'ils aillent sur le droit chemin. Et l'histoire du Rav Eckstein, elle est toute simple, c'est qu'il s'est marié, bien sûr. Alors, c'est un chassid Satmar, si je me rappelle bien. Et un chassid Satmar, on drague pas une fille dans une boîte de nuit. C'est pas comme ça qu'on se marie. Donc, le côté sociologique, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important. Tout se passe par Shidour. Et puis, c'est les parents qui décident entre eux, plus ou moins, qui va se marier avec qui. Et les garçons et la fille vont se rencontrer une fois maximum 2 fois avant le mariage, avant de prendre leur décision si oui, ils vont se marier, oui ou non. Et c'est encore aujourd'hui de vigueur dans certaines populations chassidiques, que ce soit en Israël ou aux États-Unis. Il faut le savoir que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il se marie avec sa femme, il a un premier enfant qui va mourir de cette maladie terrible qui s'appelle le Tay-Sachs. Il en a un deuxième, il en a un troisième, il en a un quatrième, et il commence à, il commence pas, il crie Gewalt, comme on dit en yiddish, et il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a cette malédiction épouvantable d'un enfant qui meurt les uns après les autres. Et on lui explique donc que tu t'es marié avec une fille qui était porteuse de la même maladie que toi, et donc il y a à chaque fois 25% de risque, mais Hachem, c'est la volonté de Dieu. Chez toi, chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, malheureusement, tu ne tombes pas sur les 75%, tu tombes sur les 25%. J'espère qu'elle a eu d'autres enfants, ce Rav Eckstein, mais tout a commencé par le fait qu'il a eu des enfants qui meurent, je dirais, d'une certaine manière répétitive. Et donc, il se rend compte que, en fin de compte, lui, il n'a pas choisi sa femme, il n'a pas dragué sa femme, on lui a proposé une femme qu'il a acceptée, et d'ailleurs, certainement qu'il est heureux avec,
Mais il a dit, mais en fin de compte, si mes parents avaient su, et si les parents de ma femme avaient su que tous les deux, on est porteurs de cette maladie, eh bien, ils auraient pas proposé ce chidour. Ils auraient dit, bon, ben, on va trouver une autre fille pour notre garçon, on va trouver un autre garçon pour notre fille, et puis on va éviter cette maladie. Et donc, il propose le Rav Eckstein de monter un institut aux États-Unis, et encore une fois, maintenant, c'est en Israël, c'est aussi aux États-Unis, mais aussi en Israël. D'ailleurs, bien qu'en France, ce n'est pas très légal, mais je sais qu'il y a une possibilité aussi à Strasbourg de faire ça euh, en passant par les États-Unis, mais de prendre Et que donc, il propose à tous les garçons, à toutes les filles qui arrivent à l'âge de 17-18 ans, et en général, on se marie dans les milieux chassidiques vers 17-18 ans, de faire déjà les examens, de recevoir un numéro secret qui fait qu'on n'a pas besoin de laisser notre identité à cet institut qui s'appelle Dor Yeshari. On va on va recevoir d'eux un numéro secret et quand on va leur téléphoner ou lorsque les parents vont téléphoner, ils vont dire voilà, le numéro 5567, on veut le proposer en chidour avec le numéro 10032. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'ils sont porteurs de même maladie, oui ou non? Et Dor Yeshari s'engage donc à vérifier et au fil des années, au début, ils vérifiaient que le Tay-Sachs, après le Tay-Sachs, c'est la mucoviscidose. Aujourd'hui, il y a toute une liste beaucoup plus importante de maladies qui vérifient et ils s'engagent à dire oui ou non. C'est-à-dire que quand on passe par Dor Yeshari, on ne reçoit pas les résultats si on est porteur d'une maladie, oui ou non. Simplement, on va pouvoir vérifier qu'on ne se marie pas avec une personne qui est porteur de la même maladie que nous. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour que les gens ne soient pas angoissés, parce que les gens ne comprennent pas, ils vont recevoir un papier, on va dire, vous êtes porteur de telle maladie, l'autre il va se dire, allez, ma vie, elle est foutue, je vais mourir, ou bien il va y avoir des médisances, ils vont dire, cette famille-là, vous approchez pas de vous, ils ont le Tay-Sachs, c'est très grave, etc. Donc, pour éviter les médisances et pour éviter que les gens rentrent dans une morose ou je dirais même une dépression, ils ont dit, vous n'allez pas recevoir les résultats, parce qu'en fait, ça n'a aucune influence de savoir si tu es porteur de la mucoviscidose, oui ou non. Si tu n'as aucune maladie, aucun symptôme, alors qu'est-ce que tu en as à faire? Simplement, ce qui est important, c'est que tu ne te maries pas avec une femme qui soit elle-même porteuse de cette mucoviscidose. Et donc, c'est comme ça que ça marque encore aujourd'hui à Dor Yeshari. Il y a une liste de maladies qui sont des maladies de base, qui ont été fixées par Dor Yeshari, encore une fois, selon la fréquence dans les populations. Et puis, ils proposent, alors aujourd'hui, au début, ils ont travaillé uniquement avec les chassidim, et puis après avec les autres ashkénazes, et puis euh, après, ils ont commencé à faire aussi des listes qui sont en rapport avec les séfarades. Et aujourd'hui, ils ont un panel de maladies qu'ils proposent, et ils ont même une possibilité, parce qu'au début, ils avaient décidé à Dor Yeshami de vérifier uniquement des maladies qui sont très, 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 très graves, où il n'y a pas de médicaments, où les gens vont souffrir énormément et mourir. Ces dernières années, avec l'influence et le développement de la médecine, ils ont mis aussi d'autres maladies qui sont pas des maladies létales, mais que les gens préfèrent éviter, comme la surdité, ou etc. Mais c'est pas je dirais, dans le panier de base, c'est après si on veut agrandir son panier. Et d'ailleurs, à la Coupe Patrolim en Israël, dans toutes les Coupes Patrolim, ça marche de la même manière. On peut aller à la Coupe Patrolim et dire voilà, je veux vérifier si je suis porteur d'une maladie génétique. Simplement, la différence, c'est que on va recevoir les résultats et, on va être en contact avec une infirmière qui va d'abord taper les origines de la personne sur un ordinateur. Voilà, ton père, il vient d'où, ton grand-père, il vient d'où, etc., etc. Et selon ça, il va y avoir et en général, on vient avec sa compagne, alors avant le mariage ou après le mariage, et l'ordinateur va définir quels sont les examens qu'il faudrait faire, qui sont peut-être, il y a un risque élevé qu'on soit tous les deux porteurs d'une maladie génétique. Vous comprenez que euh, en Israël aujourd'hui, on n'est plus, on n'en est plus là, Baruch Hashem. Et on n'est plus dans le fait où que les Ashkénazes se marient qu'entre eux, les Chassidim qu'entre eux, les Sfaradim qu'entre eux, etc., etc. On est là, Baruch Hashem, encore une fois, pas dans tous les milieux, mais on est déjà dans une autre situation. Et par exemple, si je prends ma situation, voilà, pour vous donner un exemple, j'ai
ma femme est à moitié ashkénaze, moitié séfarade. Et puis mes enfants, moi je suis ashkénaze de mon côté, mais mes enfants, j'en ai deux, j'ai deux filles qui se sont mariées avec des Thémanis, avec des Yéménites. J'en ai un autre qui s'est marié avec une ashkénaze, j'en ai un autre qui s'est marié avec une Marocaine. Donc qu'est-ce qu'ils sont mes petits-enfants? Et qu'est-ce qu'ils seront mes arrière-petits-enfants quand ils arriveront à la Coupe Patrolim? On leur demandera, t'es ashkénaze ou t'es sfarade? Ils vont dire, ben, je sais pas, j'ai un arrière-grand-père du Yémen et un autre de Roumanie et un autre machin. Moi, je sais pas, chez nous, le soir de Pessah, il y en a une partie, ils mangent du riz, l'autre, il mange pas. L'autre, il mange les kneideler dans le bouillon, l'autre, il mange sans les kneideler. Et il y en a qui mangent du gefilte fish, mais ils mettent du piquant témani dessus. Bon, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, on arrive, Baruch Hashem, je pense que ça fait partie des, des signes de la délivrance, de la Géoula, que le peuple juif se marie entre eux et que toutes ces barrières tombent. C'est qu'aujourd'hui, on va vers une proposition, on va faire des propositions de panels qui sont adaptés à toute la population, parce que de toutes les manières, ça a plus de, toutes ces différences n'ont plus de signification. Et puis, bien sûr, c'est pour ça qu'au ministère de la Santé en Israël, il y a des généticiens avec des statisticiens qui font tout le temps des vérifications pour savoir si d'abord il y a de nouvelles maladies qui émergent, et puis il y en a peut-être d'autres maladies qui vont tout à fait disparaître de la population, et puis il y en a peut-être d'autres qui vont, où il y aura maintenant un traitement médical et que peut-être il n'y aura plus besoin de faire ces examens. C'est entre autres avec le gaucher. Aujourd'hui, il y a des, il y a, il y a des, il y a des, c'est plus une maladie, c'est une maladie chronique, mais c'est plus une maladie létale, etc. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe en Israël. Et puis, bien sûr, il y a des laboratoires privés qui proposent ce même genre d'examen. Vous avez, alors, ils se battent, ils se font de la concurrence entre eux. Moi, je vais vérifier 500 maladies, moi, je vais vérifier 400 maladies, 1800 mutations, 1200 mutations. Vous voyez, c'est bon. Une grande partie de ces examens-là, ils sont aussi un peu, je dirais, ils mettent un peu de tout euh, pour grandir un peu leur panel, pour faire un peu de la pub. Il y a des trucs qui sont, j'ai regardé, il y a des trucs qui sont que sur des juifs qui viennent d'Arabie Saoudite. J'en connais pas beaucoup en Israël. Il y a des trucs un peu, bon. Mais vous voyez, c'est courant en Israël. Alors, c'est courant en Israël dans le monde orthodoxe, ou ce qu'on appelle ultra-orthodoxe, chez les chassidim, chez ce qu'on appelle les litaïm, les juifs litaïens. Il n'y a pas de mariage pratiquement sans être passé par ces examens. Automatiquement, tous les garçons à l'âge de 17-18 ans et les filles à l'âge de 17-18 ans, automatiquement, dans les écoles, dans les yeshivot, dans les écoles, dans les séminaires de filles, font les examens et ils savent que quand ils vont se marier, eh ben, ils vont, ils vont devoir passer par ce coup de téléphone à Dor Yesharim pour vérifier si sont porteurs oui ou non. J'ai parlé avec le directeur de Dor Yesharim en Israël. Il me dit que la plupart, bien sûr, la grande majorité des gens qui téléphonent disent qu'on leur dit qu'il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont pas. Peut-être que chacun est porteur d'une maladie génétique, mais pas de la même maladie génétique. Mais il y a à peu près 200 cas par an de gens où on leur dit faites attention, il y a une maladie génétique commune entre vous deux, et donc vous prenez un risque. OK. Dans le monde qui est, je dirais, parce que vous savez qu'en Israël, malheureusement, on se rentre dans des cases. Alors, c'est un peu, encore une fois, sociologique. Dans ceux qui sont, je dirais, pas du tout religieux, alors ils ne font pas ce genre d'examen avant le mariage. Et puis, ça ne va pas avec la sociologie du mariage. Ça va pas, tu ne vas pas rencontrer une fille à l'université avant de commencer avec elle, lui dire, attends, tu as fait Dor Yesharim, je ne crois pas je crois pas que ça marchera dans ce cas-là. Mais souvent, au moment de la grossesse, ou juste avant la grossesse, si elle vient chez un gynécologue pour discuter avec son gynécologue parce qu'elle veut tomber enceinte, ou quand elle est déjà enceinte, on lui propose de faire ses examens. Et bien sûr, ça pose d'une certaine manière un problème d'éthique, parce que on prend des personnes qui sont déjà mariées, on va les mettre peut-être devant une situation pas simple, de leur dire que peut-être qu'ils sont porteurs de la même maladie génétique, que peut-être ils vont avoir à cause de ça des enfants malades. Et justement, toute l'idée de Dor Yesharim et toute l'idée du système de faire ça avant le mariage, c'est de dire on veut éviter ce mariage. Et on veut éviter ce mariage pour éviter après une catastrophe. Et aussi pour éviter aussi de discuter d'avortement, qui est une grande question de halakha. Est-ce qu'on a le droit d'avorter d'un bébé
bien qu'il soit porteur, qui sera malade d'une maladie grave, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? On ne va pas rentrer dans ce sujet ce soir. On fera une conférence là-dessus, quoi, une étude là-dessus plus tard, dans l'année qui arrive. Mais donc, juste pour éviter tout cela, on préfère faire ça en amont. Alors que là, on prend une femme qui est enceinte et on la met déjà dans l'angoisse terrible. Vous savez aujourd'hui que déjà, rien de tomber enceinte, on te met déjà dans l'angoisse avec tous les examens qu'il faut faire. Et là, on te rajoute cette histoire-là. Et puis aussi, ça peut avoir aussi des influences sur le fait que est-ce qu'on va vivre encore ensemble, oui ou non? Est-ce qu'on va se séparer? Et donc, ça a un rapport avec le DPI, avec le diagnostic préimplantatoire. Parce qu'il y a quelques années, je me rappelle d'un couple qui est venu à l'Institut Pouin. Ils étaient venus avec une tête d'enterrement, parce que malheureusement, c'était ça il leur était arrivé. Ils se sont mariés, un petit couple sympathique, d'ailleurs d'origine tunisienne de France, qui était monté en France. Et puis, ils se sont mariés et ils ont un enfant qui, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il avait une genre de myopathie et cet enfant, il est mort par la suite. Et ils se sont posé la question, est-ce qu'on ne doit pas se séparer? Parce qu'on a un risque à chaque grossesse, 25%, d'avoir un enfant et qui va mourir dans la détresse. Et peut-être qu'il faudrait mieux qu'on se sépare. Et là, c'est là que je leur ai parlé du diagnostic préimplantatoire et que je leur ai dit que la Torah était tout à fait pour et que le judaïsme était d'accord et qu'au contraire, ce sera une grande mitzvah. Ils auront des enfants en bonne santé. Et aujourd'hui, euh, je me rappelle très bien, je me rappelle très bien d'eux. Ils m'ont invité déjà au Brit Milot, au Bar Mitzvot, des enfants qui sont nés après, grâce au diagnostic préimplantatoire. Donc, vous voyez, ces sujets-là euh, se, se, tout se lient l'un à l'autre. Alors, bon, tout ça, j'ai parlé jusqu'à maintenant de sociologie, de médecine, de génétique. J'ai osé rentrer dans un sujet qui est pas le mien, mais maintenant, on va parler de un peu de Torah quand même. Et donc, quand a commencé à se développer aux États-Unis ces examens génétiques, ça a posé des questions chez certains rabbins. Et entre autres, ils ont posé la question au plus grand rabbin qui était dans les années 70, 80 aux États-Unis, qui est le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, il a grandi en Russie, il est parti après aux États-Unis. Il a, je dirais d'une manière, après la Shoah, essayé de remonter le monde de la Torah aux États-Unis. Et c'était ce qu'on appelle les poskim, un des grands décisionnaires rabbiniques. Et il a ce qu'on appelle un responsa, toute une série de livres de réponses, euh, de ses réponses à des questions que lui a posées. Il y a énormément de questions qui sont en rapport avec la médecine ou avec les technologies, parce qu'il y a encore une fois, aux États-Unis, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au départ, on pensait que c'était uniquement un problème d'Ashkenaz. Je vous ai dit au début, euh, même d'une certaine manière, certains rabbins séfarades étaient fiers de dire chez nous, il n'y a pas ce genre de problème, vous voyez? Et parce qu'en fin de compte, toutes les études qui ont été faites, elles ont été faites aux États-Unis au départ sur les populations ashkénazes, puisque la population ashkénaze aux États-Unis, c'est la grande majorité des juifs qui sont aux États-Unis. Et donc, en fin de compte, les découvertes et les recherches ont été faites sur ces populations-là. C'était après que, euh, bien sûr, en Israël, après, on a commencé à faire d'autres études sur d'autres populations, sur les juifs d'Irak, sur les juifs d'Afrique du Nord. Donc c'est pas un décalage qui est, je dirais, d'ordre historique du fait que ça a commencé aux États-Unis, puis c'est venu en Israël que bien après. D'ailleurs, je ne sais pas, je crois qu'il est déjà à la retraite, mais un des grands spécialistes de ce sujet-là aux États-Unis, en Israël, qui était le responsable pour le ministère de la Santé, c'est un médecin d'origine française qui s'appelle Joël Zlotogora, qui est lui le grand spécialiste de tous ces domaines-là, euh, de toutes les maladies récessives et leurs influences sur la population. Et donc, on a posé la question à Moshe Feinstein. On sait qu'on a un passouk dans la Torah, on a un verset dans la Torah, dans Sefer Devarim. Qu'on va commencer à lire ce Shabbat. Tamim tiei Hashem Elokecha. Kadosh Baruch Hu nous dit, il faut qu'on soit tamim. Tamim, c'est intègre, mais tamim, c'est aussi d'une certaine manière, c'est une connotation de dire, ne te pose pas trop de questions. Sois confiant en ce que Kadosh Baruch Hu
te met sur ton chemin. Et d'ailleurs, nous dit Rashi, comme sur ce passouk, Rashi nous donne une explication. Tamim tiem meokla, j'ai traduit les mots du Rashi, c'est marche avec Akadosh Baruch Hu avec intégrité et confiance en lui. Ve'al tarkor achara atidot. Et n'essaye pas de scruter ce qui va se passer dans l'avenir. Et accepte tout ce que Akadosh Baruch Hu te donne, accepte-le, accepte-le. Accepte les choses que Akadosh Baruch Hu soit. Dis-toi bien dans ton cœur que Akadosh Baruch Hu, Dieu ne te fait pas du mal, il fait que du bien. Et même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe, et qu'on voit des choses qui pour nous sont peut-être des aberrations ou quelque chose qui ne sont pas justes, sache que les choses sont pour le juste. Et donc on a posé la question à Ramoshe Feinstein, est-ce que de faire des examens génétiques, de vérifier, etc., ça ne va pas à l'encontre de ce que nous dit Rashi? Al tarkor achara atidot. Ne va pas faire trop de recherches sur ce qui va se passer dans les temps prochains, etc. Et alors, encore une fois, je vous ai apporté ici les traductions, ok? Les traductions du Ramoshe Feinstein. S'il y en a qui veulent Aïe, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? S'il y en a qui veulent que je leur envoie euh, les sources, je peux leur envoyer. Alors, le rapproché Feinstein a dit d'une manière claire qu'il est autorisé de faire ce genre d'examen, qu'il est même fortement conseillé. Il dit Minaraoui, c'est quelque chose qui est conseillé de faire ce genre d'examen, surtout qu'on peut éviter une très grande souffrance aux futurs époux. Alors ça, c'est une bonne question qu'il faut poser. Une bonne question qu'il faudrait poser, c'est que il se focalise sur les époux, il se focalise pas sur les enfants. Pourtant, moi, j'aurais dit, ce serait très conseillé de le faire pour éviter que des enfants naissent et qui soient malades. Mais lui, comme on est encore avant le mariage, il se focalise principalement sur les époux et il dit que de dire que c'est d'une certaine manière faire comment on appelle ça, de l'horoscope, de rechercher ce qui va se passer comme on a dit, altarkor achara atidot. Ne fais pas de recherche sur ce qui ira dans les temps futurs. Mais non, il dit, c'est pas, on n'est pas le temps futur là. On fait pas de l'horoscope, on fait pas de la magie noire. On est en train de vérifier si une personne, elle est porteur ou elle n'est pas porteur, et si on ne veut pas le vérifier, ben, d'une certaine manière, c'est se voiler la face, de voir d'un danger qui est imminent et qui est là, et quelqu'un se voit la face et il dit, voilà, il va marcher euh, en fermant les ans au milieu de l'autoroute. Donc il dit que ça ne va pas du tout avec les paroles du Passouk, du verset de la Torah, et les paroles de Rashi. Les paroles de Rashi, elles parlent, oui, du fait qu'on aille, quand on est malade, d'aller voir une cartomancienne ou d'aller voir Madame Soleil, je ne sais pas si ça existe encore, et lui demander est-ce que selon mon horoscope, est-ce que je vais survivre ou pas survivre, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Ou bien ça ressemble d'une certaine manière à ce que Shaoul il a fait lorsque le roi Shaoul, il a été voir ce qu'on appelle Baal Haov. Il a été remonter l'âme de Shmuel Hanavi, du roi, de Samuel le prophète, pour savoir est-ce que je vais gagner la guerre, oui ou pas gagner la guerre. Et là, Samuel le remet on dit, selon le judaïsme, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Mais là, c'est autre chose. Là, on vérifie si une personne elle est porteur d'une maladie ou elle n'est pas porteur. C'est vrai que pas toute personne qui est porteur aura des enfants malades, mais on peut éviter. Et donc, pour lui, il a tout de suite écrit, il est important de faire connaître ça au public, de faire ça connaître aux jeunes, etc., etc. Et donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je dirais, dans certaines populations en Israël, c'est la norme, et dans d'autres, c'est pas la norme, mais ils le font souvent à un certain moment de leur vie. Et puis, il faut savoir qu'en Israël, c'est devenu une norme pour les gens qui font des traitements de fécondité quand on parle de FIV. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'une personne, un couple, ouvre un dossier de FIV dans n'importe quel hôpital en Israël, on leur demande de faire ces examens. Parce que les médecins, ils disent, si vous n'avez pas fait d'examen, vous ayez des enfants d'une manière tout à fait naturelle, et qu'il y a un enfant qui tombe malade ou qui est malade, c'est pas notre responsabilité. Mais si
vous êtes porteur de maladies génétiques et que nous, on peut éviter par le DPI, on peut éviter la transmission de cette maladie génétique et je dirais la fabrication, la conception d'un enfant malade et que on ne le fait pas, ce serait une faute médicale, ce serait une erreur au point de vue de l'éthique médicale. Et donc, c'est pas simplement conseillé, je dirais que c'est même obligatoire. Et donc aujourd'hui en Israël, c'est la routine. Et je sais que ici on a avec nous le docteur Kulski qui est avec nous là, qui est spécialiste des FIV en France. Je crois qu'en France, c'est quelque chose qui ne se fait pas et qui même, je dirais même, je penserais même si ça se trouve, ça serait interdit. Je sais que j'en avais parlé à une époque avec le docteur, le professeur Munich, Arnold Munich, de ce genre d'examen. Et il m'avait dit, j'en ai parlé, et il m'avait dit, tu sais, en France, dans certaines populations, ça devrait être fait. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, par exemple, en Angleterre. En Angleterre, il y a une grande population pakistanaise qui se marie qu'entre eux, et ils se marient souvent entre cousins. Et donc, il y a tout d'un coup des maladies qui ont surgi en Angleterre, alors que ce sont des maladies qui n'existaient pas, et c'est s'avérait que c'est uniquement dans les populations pakistanaises. Et donc, ils voulaient proposer aux gens, avant de se marier, de faire ce genre d'examen. Et bon, bien sûr, après, il y a tous les côtés sociologiques et politiques. Est-ce que c'est de la discrimination? Est-ce que c'est du racisme, etc., etc. Donc après, vous voyez, on n'est jamais dans la médecine pure, on est dans la médecine, et puis après, on est dans l'éthique, et puis après, on est dans la sociologie, on est dans la politique, et bien sûr, tout ça a une influence les uns sur les autres. Donc aujourd'hui, en Israël, c'est la routine pour les gens qui font, c'est une obligation, je dirais, pour les gens qui font des traitements de fécondité, pas d'insémination, hein, mais de FIV. Et puis, euh, et c'est proposé à toutes les personnes qui sont, à toutes les femmes qui sont enceintes, et c'est proposé à tous les couples qui veulent, même avant le mariage, faire de ça. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, personne n'oblige les gens de le faire. Alors, cette position, c'est la position aujourd'hui aussi du grand rabbinat d'Israël. Je vous ai apporté ici une lettre des anciens grands rabbins d'Israël, le Rav Lao et le Rav Bakshi Doron. Et alors, est-ce que ça fait l'unanimité chez les rabbins? Ben, bien sûr que non. Sinon, c'est plus des rabbins. C'est clair que pas tout le monde est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que pas tout le monde est d'accord? Ça veut dire que je vais mettre mute, je vais vous mettre sur silence parce que j'entends des bruits bizarres. Alors, voilà, si quelqu'un après il veut parler, il peut ouvrir son micro. Et donc, est-ce que tous les rabbins de la terre sont d'accord? Bien sûr que non. Alors, je vous ai apporté ici la, la, la position d'un rabbin qui s'appelle le rabbi de Ungvar. Le rabbi de Ungvar, Ungvar, c'est une ville certainement en Hongrie. Et on a un rabbin là qui s'appelle le Rav Menashe Klein. Le Rav Menashe Klein, d'ailleurs, il disait, vous savez, Klein, c'est Klein. Klein, c'est petit en allemand et en yiddish. Et donc, il signait d'ailleurs Rav Menashe Klein à Katan. Il s'appelait le petit pour justement, mais par humilité, il se faisait appeler le petit. Et c'était une sommité rabbinique, et c'était aussi un rabbi chassidique, et un grand posek halakha. Des fois, c'est des choses qui vont pas ensemble. Là, c'était vraiment euh, une sommité sur tous les plans. Et d'ailleurs, il est décédé, il est enterré à Tzfat, à Safed, à Tzfat, en face de Rabbi Yosef Karo. C'est un terrain, je ne sais pas comment il a eu ce terrain, terrain en or, en face du Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch. Et lui, il sort d'une manière fugueuse, je dirais, euh, contre ce genre d'examen en disant non, ça va contre l'esprit de la Torah et c'est pas comme ça qu'on doit se marier. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a bien sûr l'histoire de la Gemara nous dit que il y a avant même la conception, 40 jours avant la conception de l'enfant, il y a déjà une voix céleste qui sort et qui dit Bat Ploni les Ploni. Cette fille-là, elle va se marier avec ce garçon-là. Donc c'est une décision divine. Et alors toi, tu vas avec tes petits examens génétiques casser une décision divine. C'est qu'un jour où il a décidé que Abraham se marie avec Sarah et toi, tu vas casser ça avec tes petits examens génétiques. Et donc, d'une certaine manière, tu t'ingères dans des décisions divines. Et en plus, le Talmud nous dit dans Moed Katan que c'est Minatora
mina nevim ou mina ktuvim chez Isha les Ish. On apprend dans le Pentateuque, dans les prophètes et dans ce qu'on appelle les ktuvim, les hagiographes, on a des versets qui nous disent d'une manière claire qu'un homme, il se marie avec une femme pas par hasard, mais que c'est une décision divine. Alors, dans le Pentateuque, dans la Torah, on a l'histoire, bien sûr, d'Abraham qui envoie Eliezer, et Eliezer, il arrive là-bas chez Lavan, et il va ramener Rivka, qui va se marier avec Yitzhak, et Lavan, le rachat, ce mécréant, et Bethuel, ils disent, eux-mêmes de leur bouche, ils disent, c'est pas un hasard, ça vient de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a envoyé Eliezer pour que Rebecca se marie avec Yitzhak. Et puis dans l'histoire, dans les prophètes, c'est l'histoire de Samson, Shimshon, avec Dalila, qui prend cette femme, qui n'était pas juive d'ailleurs, pour épouse, et après ça va faire toute l'histoire, il va tuer tous les Philistins, etc. Et il y a un passou, il y a un verset qui nous dit que ses parents n'étaient pas au courant, que c'est venait de Dieu, cela, c'était pas un hasard. Et puis on a aussi le roi Salomon qui nous dit d'une manière claire que euh, mais Hachem Isha Maskelet, que le fait qu'un homme se marie avec une femme, c'est un don de l'Éternel, etc. Et donc il dit, vous voyez, on ne peut pas faire des examens génétiques. Si on fait ce genre d'examen génétique, on risque de se casser, de casser les décisions divines. Et il rapporte encore d'autres passages du Talmud qui parlent aussi donc de cette union qui est une union sacrée, qui n'est pas un, un hasard, et que donc pour lui, faire ce genre d'examen génétique, c'est d'une certaine manière aller contre les décisions divines. Mais euh, voilà, l'opinion du Rav du Rav, du Rav Klein, elle n'a pas été acceptée d'une certaine manière. On a des grands rabbinim qui reprend ses paroles et qui vont contre lui. On trouve le Rav Sternbourg qui est à Jérusalem, qui dit c'est pas du tout ce que le passouk dit, ce que le verset dit. On parle vraiment d'aller chez une cartomancienne, chez un divin. J'ai regardé la boule de cristal, mais là c'est de la médecine. Et on n'a aucun problème dans le judaïsme contre la médecine. Au contraire, on est très pour tout ce qui est médical. Et si on peut éviter la naissance d'enfants malades, alors on doit le faire et il n'y a aucun problème. Alors, comme aujourd'hui, je vous ai dit plus ou moins, c'est la norme. Alors, bien sûr, il va y avoir des questions qui vont se poser. Est-ce qu'on a le droit de faire ce genre d'examen avant le mariage? Et sachant quand même qu'on est porteur d'une maladie génétique, quand même se marier. Et pour faire un DPI, parce que on aime sa future femme, etc. Alors, ça va dépendre, bien sûr, avec ça c'est une réponse qui va dépendre aussi, je dirais, c'est une question ilchatique, mais c'est aussi une question sociologique. Parce que lorsqu'on on pose cette question à, par exemple, un grand décisionnaire rabbinique qui vit dans un monde chassidique, où de toutes les manières, le garçon et la fille ne vont pas se rencontrer avant d'avoir fait tous ces examens, alors il va vous dire, mais pourquoi ils vont se marier? Ils sont fous. Et pourquoi ils vont rentrer, ils vont commencer leur vie avec des problèmes? Alors, non, qu'ils ne se marient pas. Ou il y en a certains que ce sera pas simplement, ce sera aussi une question ilchatique. Ils vont dire, mais attends, faire une fécondation in vitro, ilchatiquement, on n'a pas étudié ce sujet-là, mais un jour on l'étudiera ensemble. C'est pas si simple que ça au point de vue de la halakha. Il y a le fait de sortir du sperme en dehors du corps de la femme. Il y a des questions qui sont en rapport avec comment on appelle ça, avec la filiation. Est-ce que la personne qui a eu des enfants par fécondation in vitro, il a réalisé la mitzvah de ce qu'on appelle Piri Rivera ou non? Il y a plein de questions ilchatiques. À la fin, on l'autorise. Mais on l'autorise pour des gens qui sont mariés, qui n'ont pas le choix. Mais là, ils ont le choix. Alors, est-ce qu'on va quand même leur donner l'autorisation ou non? Alors, bien sûr, ça va dépendre de certaines positions rabbiniques. Il y en a certains qui vont dire non, il ne faut pas qu'ils se marient. Et il y en a qui vont dire, de toute façon, s'ils veulent vraiment se marier, qu'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre et que c'est toute leur vie, alors qu'ils prennent en considération qu'ils auront une vie pas facile à ce niveau-là, parce qu'ils devront faire des DPI, ou bien, ils auront des enfants malades qui vont mourir. Alors là, on rentre vraiment dans un débat.
Est-ce que aussi, dans ce cas-là, on est obligé de faire un diagnostic préimplantatoire ou c'est simplement un... Parce qu'il y a certains couples qui disent oui, mais c'est 25% de risque, mais il y a 75% de chances qu'il n'y ait aucun problème. Alors pourquoi je vais rentrer dans ce genre dans de traitement? Alors je prends le risque. Ça, c'est aussi une question de halakha, une question d'éthique aussi. Est-ce que tu prends le risque d'avoir un enfant qui va mourir? Ou est-ce que tu prends le risque de rentrer dans une grossesse et après de devoir débattre? Est-ce qu'on va devoir faire un, un avortement, oui ou non? Qui est une grande question de halakha. Vous voyez, c'est différentes questions qui sont, je dirais, dans ces différents, qui sont bien sûr des sujets qui sont proches, mais ce sont des questions qui sont distinctes, mais à la fin qui s'empilent les unes sur les autres. Est-ce que tu vas donc te marier en sachant que tu vas devoir faire ça, ou bien que tu vas... Et donc, c'est des grandes questions auxquelles on débat, entre autres, tous les jours à l'Institut Poix. On discute avec les gens. Il faut aussi, bien sûr, discuter avec les gens, voir quelles sont leurs manières de réfléchir. Et je me rappelle d'un couple qui, je vous en avais parlé à mon avis la dernière fois, qui au départ, quand ils ont compris qu'ils étaient porteurs, avant le mariage, quand ils étaient compris qu'ils étaient porteurs d'une maladie génétique qui est en rapport avec la surdité, le garçon avait décidé de rompre ses fiançailles ils n'étaient même pas encore fiancés, mais ils étaient sur le point de se fiancer. Et il avait eu trop peur, etc. S'il ne pouvait pas supporter même l'idée de devoir faire des fécondations in vitro, etc. Et puis au bout de 3 4 mois, il m'a téléphoné en me disant je ne peux pas sans elle, je rêve d'elle tous les soirs, je pleure tous les soirs. De trouver, alors j'accepte, je me marie, je fais la fécondation in vitro, l'important c'est que je me marie avec elle. Baruch Hashem, aujourd'hui, ils ont 2 3 enfants qui sont en bonne santé et que tout va bien. Mais bon, donc c'est donc une bonne question. Alors, encore une fois, il y a d'autres questions qu'il va falloir aussi poser. C'est que jusqu'à maintenant, j'ai parlé uniquement de maladies qui sont récessives. C'est-à-dire que le garçon et la fille sont porteurs de la maladie et que donc, d'une certaine manière, on peut leur éviter le mariage. Mais aujourd'hui, quand on va à la Coupat Rolim en Israël, ils ont rajouté d'autres maladies, comme par exemple ce qu'on appelle X fragile ou Fragilix. Et il propose aussi à toutes les femmes de vérifier si elles ont c'est pas une mutation, là, c'est des répétitions au niveau du chromosome X, d'une certaine séquence sur le chromosome X. Et on sait que s'il y a une, une accélération de cette répétition à plus que 200 répétitions, alors l'enfant qui va naître, si c'est un garçon, il sera avec un retard mental. Et si c'est une fille, elle sera avec aussi des problèmes, pas un retard mental, mais avec des problèmes, je dirais, d'éducation, d'apprentissage. Et puis on sait aujourd'hui qu'elle aura certainement une ménopause précoce. Les filles qui sont porteurs de X fragile, elles ont des ménopauses précoces, elles ont besoin parfois de dons d'ovocytes très très jeunes parce qu'elles ont beaucoup moins d'ovocytes. Et donc, c'est une question. Alors, aujourd'hui, dans les Coupatrolim en Israël, on le propose, mais dans la Dor Yesharim, on ne le propose pas. Alors, quelle est la différence? Et d'ailleurs, c'est la même raison pour le Duchenne, la maladie de Duchenne, qui propose à toutes les filles de faire en Israël la maladie de Duchenne et que Dor Yesharim refuse de le proposer aux gens. Pourquoi? Parce que Dor Yesharim disent, nous, on est là pour éviter que 2 personnes qui sont porteurs de la même maladie génétique se marient entre eux. Mais on n'est pas là pour détruire des personnes. Si j'ai pris une jeune fille de 18 ans et que je lui annonce à 18 ans qu'elle elle est porteur, elle a un problème de fragile X, de X fragile, alors je ne vais pas lui dire simplement ne te marie pas avec Moshe. Elle peut se marier pratiquement avec personne. Elle devra faire un DPI pour éviter d'avoir un enfant avec une maladie génétique, avec un retard mental. Imaginez la position d'une jeune fille qui a 18 ans, 19 ans, qui sort maintenant en shidduchim, et qui, même sans shidduchim, qui sort avec des garçons pour se marier, et qui va devoir pratiquement leur annoncer, on en parlera aussi peut-être dans un autre cours, ce genre de truc, qu'est-ce qu'on a l'obligation de dire ou pas. Mais là, elle serait dans l'obligation de dire, voilà, sache que je suis porteur d'une X fragile. Peut-être qu'on aura besoin d'un don d'ovocytes si on va avoir beaucoup d'enfants. Il faut qu'on passe par une fécondation in vitro. Et puis, si on ne fait pas une fécondation in vitro, on aura peut-être des enfants avec un retard mental. Un garçon de 20 ans, quand on a une chose pareille, s'il a rencontré une fois ou 2 fois ou 3 fois,
il va dire, ouais, t'es super sympa, t'es génial et tout, mais bon, je vais y réfléchir. Et puis en général, il va pas la rappeler parce que il va prendre peur, etc. Donc, Dori Sharif refuse de faire ce genre d'examen parce qu'ils disent on détruit psychologiquement des jeunes filles quand on fait ce genre d'examen. On les met dans des positions psychologiques et sociologiques et très très compliquées par rapport à leur futur mariage. Et la Coupa Trolim, les caisses de maladie en Israël, ils disent oui, mais nous, c'est d'une certaine manière, c'est notre devoir parce que ce garçon-là, cette fille-là, si elle n'est pas au courant, elle va avoir des enfants, elle risque d'avoir des enfants malades. Donc il faut qu'on lui annonce la couleur. Alors, vous voyez, on voit une différence de position quand on prend, quand chacun vérifie, je dirais, regarde les choses d'un prisme tout à fait différent. Aujourd'hui, nous, à l'Institut Poix, par exemple, on essaye de faire une, une harmonie entre les deux. On dit ceux qui vont à Dor Yesharim, allez à Dor Yesharim, mais après le mariage, faites le complément de vérifier X fragile et Duchenne, puisque c'est le, euh, ce que dit le ministère de la Santé en Israël. Alors, vous voyez, on essaye d'harmoniser les choses d'une certaine manière, de ne pas mettre ces jeunes filles dans cette position qui est compliquée, et puis d'un autre côté, d'éviter, bien sûr, après la naissance d'un enfant malade. Alors aussi, on a cette même question, et je dirais même d'une manière encore plus, je dirais, grave, ou je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi de la manière dont je vais expliquer les choses, c'est en Israël, il y a aujourd'hui un, un programme du ministère de la Santé de vérifier les femmes ashkénazes, d'origine ashkénaze, sur ce qu'on appelle BRCA, sur le gène qui risque d'entraîner le cancer du sein, le cancer des ovaires. Et, c'est bien, et les femmes qui sont porteurs de cette mutation génétique, elles ont 80% de risque d'être malades. C'est-à-dire que c'est des proportions qui sont énormes. Et sur un cancer du sein, on peut faire un suivi médical avec des mammographies, avec des IRM, etc. Mais sur les cancers des ovaires, on ne peut rien faire pratiquement comme suivi. Et lorsqu'il arrive, en général, c'est déjà trop tard. Et donc, il s'est rendu compte en Israël que dans les populations ashkénazes, c'est 2 fois et demi plus fréquent que dans les autres populations, et donc il le propose. Mais là, encore une fois, on rentre dans une grande question, je dirais, ilkhatique, sociologique et éthique. Est-ce que tu prends une fille non mariée qui lui fait ce genre d'examen? C'est vrai que sa maman, elle a eu un cancer. Mais est-ce que tu prends une fille non mariée, tu la mets dans l'angoisse qu'elle peut-être elle aura un jour un cancer? Est-ce que tu lui mets dans cette position où elle va devoir peut-être l'annoncer à son futur mari, tu sais, tu vas me marier avec moi, mais 80% de risque que j'ai, c'est d'avoir un cancer un jour dans ma vie. Et donc, c'est, et point de vue psychologique et au point de vue marital, on est dans une situation qui est très grave. D'un autre côté, tu te dis, si elle n'est pas porteur, ben, tant mieux, Toda Rabba. Et si elle est porteur, eh ben, elle aura un suivi beaucoup plus, je dirais, soutenu. Elle aura le droit d'avoir des IRM une fois par an, une mammographie une fois par an, etc. Alors, encore une fois, là, on rentre dans une question, je dirais, d'éthique. Euh, ilkhatique, parce qu'à la fin, chez nous, l'éthique et l'ilkhatique, ça va ensemble. Mais c'est surtout une question d'éthique. À quel moment le faire, à quel moment de la vie le faire? Est-ce qu'il faut mieux pas attendre après le mariage? Et après le mariage, une fois qu'elle a eu 3, 4 enfants, 5 enfants, eh ben, on fera les examens. Et puis si après que 5 enfants, il s'est avéré qu'elle est porteur de cette maladie, eh ben, elle pourra discuter avec son mari, de se faire une chirurgie pour enlever les seins, faire une chirurgie pour enlever les ovaires, etc., etc., et préserver sa vie. Mais tu lui auras donné une possibilité déjà en amont de vivre d'une manière tout à fait normale, sans être trop angoissé. D'un autre côté, tu lui auras empêché une possibilité de faire un DPI, parce qu'aujourd'hui, des femmes qui veulent faire un DPI, un diagnostic préimplantatoire, donc faire une fécondation in vitro, pour éviter la transmission du BRCA. Et là encore une fois, il y a des pays où c'est tout à fait interdit. Si je me rappelle bien, en France, c'est quelque chose qui n'est pas concevable, dans le sens où on considère que c'est de l'eugénisme, et maintenant on va parler d'eugénisme. Et en Israël, ça dépend des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont tout à fait d'accord, oui ou non, et d'autres. Moi, je me rappelle que j'avais parlé avec une jeune femme et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ce genre d'examen? Vous ne vous rendez pas compte? Le cancer du sein ou le cancer des ovaires, c'est en général vers l'âge de 40 ans.
Dans 40 ans, votre enfant, il n'a même pas été encore conçu. Quelle sera la médecine dans 40 ans? Peut-être dans 40 ans, ce sera des maladies qui n'existeront plus. Il y aura un petit vaccin, une petite pilule qu'on prendra et puis on sera en bonne santé. Et la femme, elle m'a dit, moi, j'ai vu ma sœur mourir dans mes bras. Elle avait 25 ans. Tous vos arguments là, chez nous, ça marche pas. Dans notre famille, on n'est pas à 40 ans, on est à 25 ans. Moi, je ne suis pas d'accord que ma fille, elle passe parce que parce qu'elle, parce que ma sœur est passée, et ce que moi j'ai vécu, je pourrais jamais me- je m'en voudrais toute ma vie si j'ai pu éviter ça à ma fille et que je l'ai pas évité. Donc, vous voyez, c'est des questions bien sûr aussi psychologiques graves. Et bien sûr, les choses sont pas, c'est pas, comme on dit en hébreu, shachor lavan, c'est pas noir ou blanc. Et il faut, chaque cas est un cas particulier, il faut en discuter avec les gens. Et donc, à tout, vous voyez, on s'approche maintenant de cette question qui est une question d'eugénisme. Alors, j'hésite, est-ce qu'on rentre dans ce sujet? Je vous l'ai promis. D'un autre côté, il nous reste qu'une demi-heure. Euh, Qu'est-ce que vous dites, madame, mademoiselle? Est-ce que les personnes ont des questions? D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? C'est bonne. Déjà, il y a des questions dans le chat. Ah, il y a des questions dans le chat. Non, sinon, on peut repousser ça. Quelles sont les manifestations du Texas? Alors, moi, je ne suis pas pédiatre. Là, on a ici avec nous un pédiatre. Peut-être qu'il va en parler. Vous allez trouver ça vous allez trouver ça sur Internet. C'est des maladies qui sont vraiment très, très graves. Euh, et voilà, vous allez trouver tout de nos jours sur Internet sans aucun problème. Donc, tout ça, combien coûte cette analyse de Dor Yesharim? Ah, une question d'argent. Ben, c'est pas très très cher, surtout que c'est pris en charge en Israël par la Coupa Trolim. C'est-à-dire que il y a des examens de base qui sont tout à fait gratuits. Quand on va à la Coupa Trolim, il y a une partie des examens, TESAX, cystic fibrosis, Canavan, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? SMA, tout ça c'est pris en charge, c'est gratuit par la Coupa Trolim en Israël. Et il y en a et les autres examens, c'est à peu près 80 shekels par maladie. Et dans les Charim, ils ont fait un genre de panier vers 500, 600 shekels. Bon, c'est de l'argent, mais c'est pas énorme lorsqu'on va se marier. C'est une fois dans la vie. Et puis en plus, ceux qui ont en Israël ce qu'on appelle un, un bitoach mashlim, c'est-à-dire qu'ils ont des mutuelles, et ben c'est pris en charge par les mutuelles, donc ça coûte pas, ça coûte pas grand-chose. Ok. Euh, Bon, ok, le docteur Ben Shimol nous dit que en France, on ne peut pas faire de X-Shravi chez une femme mutée. C'est refusé. Ok. Euh, je vous avais raconté la dernière fois, à mon avis, euh, cette histoire. Je ne me rappelle plus si je vous avais raconté, mais c'est un rapport avec dont on parle ce soir. J'avais rencontré une famille en France dont la mère était porteuse de la maladie de Duchenne. Et elle a eu un petit garçon que j'ai connu à l'époque, il avait 4 ans, qui était malade de la maladie de Duchenne. Aujourd'hui, il a 20 ans. Il est malheureusement paralysé sur chaise roulante, etc. Et à l'époque, ils étaient venus me voir en Israël pour faire un DPI en Israël parce qu'en France, on leur refusait de faire le DPI. On était prêt à leur faire une sélection du sexe pour qu'il y ait uniquement des filles, mais pas qu'il y ait des garçons. Parce que, alors, quand j'ai été à Paris, j'avais été discuter avec la généticienne. Et la généticienne m'avait dit, vous comprenez, si on fait une sélection du sexe, eh ben cette femme, elle aura une petite fille, et la petite fille, ça ne change rien. Elle sera porteuse ou pas porteuse. Si elle est porteuse, ben, c'est pas grave. Et si elle n'est pas porteuse, ben, encore mieux. Mais si on doit vérifier maintenant si tous les embryons, alors on va vérifier, on aura des garçons sains et des garçons malades, mais on aura aussi des filles saines et des filles porteuses. Et dans ce cas-là, la famille, elles voudront qu'on ne fasse pas de transfert de filles qui sont porteuses. Parce qu'elles voudront, puisqu'on a vérifié chaque embryon et qu'on sait très bien qui est porteur et qui n'est pas porteur et qui est malade, dans ce cas-là, les malades, les garçons malades, c'est clair on est d'accord avec eux de pas faire de transfert. Mais les filles qui sont porteuses, elles ne sont pas malades.
Alors, de refuser de les transférer dans l'utérus de la dame, c'est d'une certaine manière faire de l'eugénisme. C'est faire du nettoyage ethnique ou des générations futures. Et ça, on est contre. Et lorsque cette dame, cette généticienne m'a dit, mais je vous dis, mais vous vous rendez pas compte, je sais pas, non, moi, j'avais jamais entendu parler de ce mot eugénisme. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, pour ces gens-là, d'abord, ils ont un enfant, un petit garçon malade, ils veulent un petit garçon. Bon, on a le droit. C'est pas un péché de vouloir un petit garçon. Ils ont aussi des filles, donc ils voudraient un petit garçon. Et puis en plus, ils veulent pas d'une fille qui est porteuse, parce que la maman, ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui avec un enfant malade, elle veut pas que sa fille vive la même chose dans 20 ans, dans 30 ans quand elle va se marier. Et pourquoi ne pas éviter que la fille fasse des fives? Et là, la généticienne m'a hurlé dessus en disant, vous, monsieur le rabbin, vous parlez comme un nazi, ou plus ou moins, elle m'avait insulté. Et je ne comprenais pas de ce qu'elle me voulait, de quoi elle me parlait. Moi, j'étais venu aider une famille sympathique qui m'avait demandé de l'aide. Je ne voyais pas du tout de quoi nous parlait cette généticienne. J'avais jamais entendu d'abord le mot eugénisme. J'étais, excusez-moi, et puis de quoi elle parlait. Alors, bon. Alors, donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet d'eugénisme. On va quand même le faire parce que on a dit qu'on le ferait. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que l'eugénisme? Pour que les choses soient claires. OK. Donc, on parle, je dirais, l'apothéose de l'eugénisme, c'est le, 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 le régime nazi, une loi du 14 juillet, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès que c'était fait le 14 juillet pour faire un pied de nez aux Français. Le 14 juillet 1933, il y a une loi aux États-Unis, dans l'Allemagne qui interdit les mariages de personnes qui sont épileptiques, qui ont un retard mental, qui ont une cécité, surdité, etc., pour euh, éviter la transmission de maladies génétiques. Et il y a toute une politique qui est mise en place où on montre que lorsque une famille elle est en bonne santé, ben, ils ont en général un ou deux enfants, et les enfants ils sont en bonne santé et tout va bien, et puis c'est bon pour l'Allemagne, alors que lorsqu'on a une famille, vous voyez, des paysans, il y en a un, là, je ne sais pas si vous voyez sur le côté, il a le doigt dans le nez, il a l'air d'avoir un retard mental, ils ont tous une tête un peu bizarre par rapport à la famille qui se trouve de l'autre côté. Alors eux, déjà, ils ne se suffisent pas de deux enfants, ils en ont quatre, et les quatre, ils en ont. Ça vient, c'est expansionnel parce que les gens débiles et ils ont des enfants d'une manière voilà débile et que donc on va remplir l'Allemagne de personnes qui sont avec des retards mentaux, avec des gens bizarres, etc., etc. Et donc il faut qu'on fixe une politique où il faut absolument interdire aux gens qui ont des problèmes médicaux d'avoir des enfants et au contraire, de solliciter les gens qui sont en bonne santé, d'avoir des enfants. En plus, s'il est blond aux yeux bleus, ce sera bien sûr profitable. Et puis, vous voyez, il y a toute une publicité, toute une propagande qui est faite là-dessus en disant, voilà, il ne faut pas avoir il faut pas éviter d'avoir des enfants de malades parce que les enfants malades ou les personnes malades, ça nous coûte des millions sur chacun, ça nous coûte des sommes folles et c'est vous qui payez, c'est vous l'Allemand en bonne santé qui travaillez, c'est vous qui payez pour... euh, et d'ailleurs, vous connaissez bon, la politique allemande, c'était donc interdire aux gens d'avoir de ce genre d'enfants, c'est une castration forcée des personnes qui sont porteurs de maladies génétiques ou qui sont malades eux-mêmes. Et l'apothéose, je ne sais pas si c'est le mot apothéose, l'apothéose dégueulasse, épouvantable, c'est le meurtre, l'assassinat et l'euthanasie de ce qu'on appelle T4. C'est le programme nazi de tuer tous les enfants, pas juifs, hein, les enfants non juifs, mais qui sont qui sont et vous avez de la documentation ça sur Internet, sur le T4 et tout ce qu'ils ont fait, bien sûr. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé cette idéologie. Cette idéologie, d'ailleurs, elle a été mise en place par Galton, qui est le cousin de Darwin. Et il reprend la théorie de Darwin sur ce qu'on appelle la sélection naturelle de la nature. Et il arrive à la conclusion que la différence entre la sélection naturelle dans la nature et les humains, c'est que dans la nature, d'une certaine manière, il y a une sélection naturelle qui se fait. Lorsqu'une un chat, une chatte, elle a des enfants
des chatons en mauvaise santé, et bien celui qui est en mauvaise santé, en général, ou bien il va être délaissé, ou bien il ne va pas survivre et il va mourir, ou s'il y a une brebis, un petit chevreau ou une petite brebis qui est malade, et ben le loup, en général, lorsqu'il va gambader pour attraper une proie, et ben il va prendre celui qui boite et qui marche le moins bien, et il va donc dévorer ce petit mouton. euh, et donc, ce petit mouton qui est né avec une maladie génétique, il ne va pas devenir adulte, il ne va pas proliférer, et il y aura donc dans la nature, il n'y a pratiquement jamais d'animaux malades, ou s'il y en a, en général, ils ne survivent pas, ou bien ils vont être la proie dès le départ, la proie facile par rapport aux prédateurs, etc. Et donc dans la nature, il n'y a pratiquement pas de maladies, d'individus, je dirais, euh, avec des maladies. Par contre, nous dit Francis Galton, chez les hommes, on a un autre problème, que chez les hommes, on ne délaisse pas nos enfants, et en plus, on a de l'empathie et de l'amour pour nos enfants. Et que donc, les enfants qui ont des problèmes médicaux, simplement, on ne va pas les tuer, mais on va parfois les aider encore plus que les autres enfants. Et que donc, d'une certaine manière, on détruit la société. Ok, c'est pas moi qui parle, hein. Ne croyez pas que c'est moi qui parle. C'est lui, c'est Galton. On est en train de détruire la société d'une certaine manière parce qu'on dépense de l'argent pour des gens qui sont malades et au lieu de dépenser notre argent pour des gens et pour faire avancer les gens qui sont en bonne santé. Et donc Galton, il prend le- l'esprit de Darwin, il le transforme en une politique qu'il appelle l'eugénisme et il développe une politique dans l'Europe et aux États-Unis. Vous voyez, à l'époque, on a la petite fille parfaite, c'est la petite fille blonde, magnifique, avec les yeux bleus, etc., etc. Il y a des magazines où on voit la famille par excellence, c'est le grand-papa, la maman, ils sont tous blancs, catholiques ou protestants. Ok, donc automatiquement, avec un certain moment, au début c'était une position médicale, et puis peu à peu ça devient une position sociale euh, parce que voilà, par exemple, on a en 1927 aux États-Unis une décision de castrer euh, Carrie Bach et Emma Bach et aussi leur petite fille, parce que c'est des femmes qui sont filles mères de prostitution, et que donc on décide de les castrer, pas simplement les deux mamans là, mais aussi la petite fille qu'on voit pas sur la photo, alors qu'elle n'était pas du tout imbécile. Et donc, à la Cour suprême, ils disent 3 générations d'imbéciles, c'est suffisant. Donc, on ne parle pas là de problèmes médicaux, mais on parle de problèmes, je dirais, de sociétaires. Et puis, comme je vous ai vu, je vous ai mis là dans la loi aux États-Unis, en Allemagne, on parle d'alcoolisme. Donc, on ne parle pas aussi de problèmes je dirais, de comportement. Alors, toute la base, c'est même pas Galton qui l'a inventé, ça vient déjà dans les textes euh, de l'époque grecque ancienne. On a des gens comme Aristote qui sont bien sûr considérés comme des gens très intéressants et très intelligents. D'ailleurs, le Rambam en parle de Aristote. Et il y a déjà à l'époque une politique de vérification des bébés à leur naissance et de les tuer lorsqu'ils sont euh, ou les délaisser quand ils sont avec une malformation pour éviter de fragiliser le pays. Je ne sais pas si il y a un film qui s'appelle Les 400 sur Sparte, sur la guerre des Spartes. Et d'ailleurs, ça commence par cela. Si il y a un bébé qui naît, et il y a un genre de commission, on voit avec des vieux druides là qui sont en train de vérifier le bébé. Et comme il se trouve que ce bébé il a une maladie, ils le jettent au-dessus des murailles de Sparte. Et quand il tombe sur des ossements de bébés qui ont déjà été tués avant. C'est comme ça que commence le film le 400. Je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui parce que ça m'avait frappé et, et je dirais même frappé, j'étais abominé par cette image. Donc, vous voyez, et cette idée-là est reprise, après encore par
par des personnes qui sont des gens très bien, comme voilà, Georges Vacher de la Pouge en France. Et, euh, et on est bien avant l'Allemagne nazie, on est bien avant tout. Et il parle du fait de faire de castrer les personnes qui sont porteurs de maladies génétiques. Alors, cette histoire-là, après, elle commence à se développer aux États-Unis. Le premier pays qui définit des lois où on donne une possibilité de castration ou de stérilisation forcée, c'est le pays d'Indiana aux États-Unis en 1907. Et puis très rapidement, tous les autres États américains euh, euh, absorbent ou vont sur le même chemin de l'eugénisme. Et encore aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a il y a des procès qui sont faits encore aujourd'hui parce que ça s'est pas arrêté après on aurait pu penser que ça s'est arrêté après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vu l'atrocité de l'eugénisme, ce que ça a fait. Euh, ils auraient pu peut-être dans tous les pays arrêter. Non, ils ont continué. Ils ont continué jusque dans certains pays. Au Pérou, continué jusque dans les années 2000 et au Japon et en Suisse et en Finlande, etc. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez bien sûr trouver toutes ces données et il y a aujourd'hui encore des procès de personnes qui ont été stérilisées dans les années 60, les années 70 et qui aujourd'hui attaquent les différents pays euh, euh, sur le fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants, certains n'ont pas pu se marier, etc. En Israël, bien sûr, le sujet a été aussi euh, il a fait partie de cette propagande, je dirais encore une fois. À l'époque, c'était considéré comme les- la grande découverte de la médecine, la grande découverte extraordinaire de pouvoir euh, éviter la prolifération de personnes malades et puis de pouvoir aussi faire peut-être faire que les races soient encore plus pures et encore plus meilleures, etc. Donc en Israël, il y avait le premier ministre le premier ministre de la santé en Israël, qui était aussi avant directeur du Coupatrolim, qui était un juif qui était arrivé d'Autriche dans les années 20, euh, écrit un genre de pamphlet, un genre de prospectus à Tel Aviv, où il explique aux gens qu'il ne faut pas avoir d'enfants si vous savez que dans votre famille, vous avez des personnes qui sont malades, etc., etc. On est en train de repeupler la terre d'Israël, en train de remonter le peuple juif, et il faut que le peuple juif soit fort et en bonne santé, etc., etc. Alors, pour l'histoire pour cette histoire en Israël, personne n'a voulu, pratiquement aucun médecin ont accepté de collaborer avec Yosef Meir. Ça a été, c'était pas dans l'esprit des Juifs, même de l'époque, des années 20 et des années 30. Et et après la Shoah, bien sûr que non. Il y a eu en Israël, entre autres, un procès dans les années 50 où il y a une assistante sociale qui demande au juge à Tel Aviv de castrer de force une femme qui a trois enfants qui sont trois enfants avec un retard mental. Et ça fait à l'époque une tollée dans tous les journaux israéliens. Comment c'est possible qu'après la Shoah, on demande de se castrer une femme, de stériliser une femme de force? Et donc, en Israël, je dirais, euh, cette question, elle a été aussi sur la table politique et médicale israélienne, mais elle n'a pas vraiment eu d'implication. Par exemple, de tout ce qu'on parle, c'est aussi une application par rapport à l'IA, par exemple. Il y a eu dans les années, il y a eu il y a eu une certaine personne qui disait qu'il faut faire une IA qui soit, je dirais, ciblée uniquement sur des médecins, des professeurs, des éducateurs, des personnes qui sont de haut niveau, parce qu'on a besoin de créer l'État d'Israël et qu'on a besoin d'une société qui soit très très forte au point de vue intellectuel et au point de vue économique, et que tous les pauvres et tous les misken, eh ben, on les laisse dans la galoute, et qu'un jour peut-être on les fera venir quand on sera déjà. Et Ben Gurion
a tapé sur la table en disant que la terre d'Israël est pour tous les Juifs. Il a bien sûr rappelé, puisque Ben Gurion n'était pas religieux, mais il était très il connaissait le Tanakh par cœur, il a rapporté les phrases des prophètes qui parlent que Dieu va aller chercher même l'orphelin et la veuve et l'aveugle et le sourd, et ils vont les faire venir en Israël. C'est des versets qui sont dans la Bible, et donc il est dit, il n'en est pas question. Alors, si on discute, il nous reste vraiment très peu de temps. Euh, je vais vous simplement. Alors, on ne va pas parler de stérilisation, euh, qui est un sujet, vous voyez, ce n'est pas le sujet principal, mais c'est une dérive, je dirais, de l'eugénisme. Alors, bon, la stérilisation, elle est interdite dans le judaïsme, mais je vais parler simplement, pour terminer, étudier avec vous une petite une tchouva, une réponse qui a été écrite par le Rav Munk. Le Rav Munk, alors je ne sais pas s'il était en rapport avec le Rav Munk qui était en France après-guerre. Et là, c'est un rabbin qui était donc en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, et il est arrivé en Israël, et puis il était rabbin d'une communauté à Tel Aviv. Alors, est-ce que le rabbin qui était en France, c'était son cousin ou son père ou son frère? Je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches, ça doit pas être compliqué à trouver. Et donc, ce rabbin Munk, il se trouve en Allemagne, nazi, donc pendant la Shoah, et il y a ce fameux décret, cette loi qui va sortir, qui dit que toute femme qui est malade ou tout homme qui est malade ou porteur de maladies génétiques doit venir de son plein gré se faire stériliser pour éviter d'avoir des enfants malades. Et puis, sinon, elle va être prise de force par un tribunal nazi qui va prendre les gens de force et les stériliser. Et donc, on lui pose la question à ce rabbin Munk, qu'est-ce que nous, on fait, nous les Juifs? Et il répond, il écrit une réponse là-dessus. Ok, on peut trouver ça dans un livre qui s'appelle Big Deshesh. On peut le trouver sur Internet d'ailleurs, la réponse qu'il a posée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette réponse, il y a une partie écrite en hébreu et il y a une partie écrite en allemand. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est parce qu'il y a une différence, je dirais, de manière dont il parle quand il parle en hébreu, quand il écrit en hébreu, et comment il écrit en allemand. Parce que quand il écrit en allemand, il sait très bien que c'est les Allemands, c'est peut-être sa communauté qui vont le lire, mais c'est aussi les Allemands, les nazis qui vont le lire. Alors que quand il écrit en hébreu et il parle de Torah, et il amène des passages de Gemara, etc., il dit là, cette partie-là, c'est pour les rabbins. Et pour les nazis et pour le reste de la population qui ne sont pas, je dirais, empris de Torah, là, notre réponse, ça va être claire. Il n'en est pas question. C'est interdit dans le judaïsme. On parle pas de ce genre de choses. On a le droit d'avoir des enfants. On ne doit pas faire ce genre de choses. Mais lorsqu'il parle en hébreu, il pose quand même la question en disant, ben, peut-être que, qu'est-ce que en dirait le judaïsme? Peut-être que quand même, on devrait éviter la naissance d'enfants avec des maladies génétiques, etc. Vous voyez déjà, il fait une distinction. C'est mon interprétation, bien sûr. Euh, mais comme on voit vraiment une différence au point de vue de la nuance et du texte et du message que le texte porte quand il est en hébreu et quand il est en allemand. Alors moi, je ne l'ai pas lu en allemand, je l'ai lu traduit en français, mais traduit en hébreu, mais il y a écrit que c'est écrit dans le livre que ces passages-là écrits en allemand. On voit déjà la différence de connotation. Alors déjà, lorsqu'il parle de stérilisation, il dit dans le judaïsme, il est interdit de stériliser les hommes. C'est un issur de Horaïta, c'est un interdit de la Torah. On n'a même pas à en discuter. Pour nous, les choses, elles sont claires. À propos des femmes, vous allez me dire, il y a toujours on fait une discrimination entre les hommes et les femmes. Et, maintenant, je ne vais pas rentrer tout dans les détails pour pouvoir vous expliquer les différences, mais on a un passage dans la Gemara qui nous parle d'une femme qui est la femme de Rabbi Chia et qui a eu une grossesse très, très, très difficile, a eu des jumeaux et c'était très, très, très difficile. Et la femme de Rabbi Chia se déguise et va au Beddin et se présente devant son mari, qui est Rabbi Chia, et elle pose la question à Rabbi Chia, est-ce que les femmes ont l'obligation d'avoir des enfants? Est-ce que c'est une mitzvah qui incombe les femmes? Et encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, on fera peut-être un cours là-dessus une fois. Il dit Rabbi Chia, non, l'obligation, elle est sur les hommes, mais pas sur les femmes.
Et à la suite de cela, la femme de Rabbi Chia va, alors je ne sais pas si elle va chez un médecin ou chat, et elle boit un breuvage qui va la stériliser. C'est ce que la Gemara nous raconte. Et donc, il y a toute une grande discussion. euh, il y a une grande discussion dans le judaïsme, dans les textes talmudiques et les commentateurs. Comment elle a pu faire une chose pareille? C'est interdit de stériliser les hommes, c'est sûr, de castrer un homme, c'est interdit. Alors, comment? Alors, il y a différentes explications du fait qu'elle ne s'est pas ôté les ovaires, elle ne s'est pas fait une ablation d'utérus, elle a, elle a pris un breuvage qui fait que, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe, de nos jours ça n'existe pas, mais peut-être qu'à l'époque ça existait, un breuvage qui la rend stérile. C'est pas d'une manière, je dirais, une mutilation de son corps, c'est quelque chose, je dirais, qui est euh, simplement une conséquence de ce breuvage. Et nous explique entre autres le Rav Monk, il dit peut-être que on peut considérer ça comme une chose possible. Pourquoi? Alors, je vais vous donner l'explication, et puis après, ceux qui voudront, comme on a très peu de temps, ceux qui voudront étudier ça, ils pourront rentrer je vous enverrai les textes. C'est que selon le judaïsme, il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah d'avoir des enfants, la mitzvah de Piria Varivia, et il y a une mitzvah de peupler le monde. Le fait que le monde soit peuplé. Et nous donne certains décisionnaires rabbiniques nous disent que les hommes ont la mitzvah de se multiplier, d'avoir des garçons et des filles, etc. Et cette obligation, elle est pas sur les femmes, elle est pas sur les hommes, elle est uniquement sur les hommes et pas sur les femmes. Et les femmes, elles ont une autre obligation, c'est que le monde soit peuplé et que un enfant, ça suffit. Et le Khatam Sofer nous explique cette Gemara, ce passage du Talmud, en disant comme ça. Si une femme elle a l'obligation de peupler le monde, mais parce qu'elle peuple le monde, elle se détruit elle-même, alors c'est aberrant. Il n'est pas possible que Dieu lui donne l'obligation de peupler le monde, le fait que le monde soit peuplé, et en sous-jacence, on comprend aussi de peupler de personnes qui sont en bonne santé, qui vont pouvoir continuer à peupler le monde, à développer le monde. On ne parle pas là du côté uniquement, je dirais, euh, euh, au niveau des enfants, on fait de développer que le monde ne soit pas un désert. Ok, il est rapporté dans les prophètes que Akash Baruch Hu, Loto Ubraa, la Shevet Yetzara. Akash Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour que le monde reste un désert. Donc, on a une obligation, nous les hommes, de développer, simplement, pas uniquement par le fait qu'on ait des enfants, mais aussi de développer le monde. Que le monde ne soit pas simplement un désert, mais qu'on prend, comme en Israël, on prend un désert et on en fait un Gan Eden. On en fait un jardin d'Éden, on met des plantations partout, etc. On fait des kibbutz. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, si une femme, par le fait qu'elle ait des enfants, elle se détruit elle-même, ou elle va faire qu'elle soit en mauvaise santé, alors dans ce cas-là, ça va contre l'idée d'Akadosh Baruch Hu, l'idée de la Torah, et donc c'est pour ça qu'elle avait le droit, la femme de Rabbi Chia, de je dirais, se stériliser, parce que pour elle, la grossesse était des souffrances terribles. Et là, prend ce texte, donc le Rav Monk, et nous dit voilà, on a peut-être ici l'ouverture qui nous explique que le but, c'est pas uniquement d'avoir des enfants, mais c'est d'avoir des enfants qui seront en bonne santé et qui vont pouvoir développer le monde point de vue, grâce à leur intellectuel, par rapport à leur travail, etc., etc. Et que peut-être ce serait pour nous une possibilité en tant que rabbin de dire aux femmes que si on vient les stériliser par les nazis, etc., eh ben, peut-être que ça ne va pas contre de l'esprit de la Torah. Mais ça, c'est ce qu'il rapporte en hébreu. OK? C'est ce qu'il rapporte en hébreu. Et on a une certaine connotation d'eugénisme là. OK? Mais tout de suite après, dès qu'il reprend, et là, il reprend le passage en allemand, alors il dit, mais maintenant que j'ai parlé avec les rabbins et qu'on a pu discuter au point de vue rabbinique, maintenant il faut que les choses soient claires. Même si dans le Talmud, on voit des passages où on voit qu'on parle de possibilités d'éviter, parce que par exemple, il y a un passage du Talmud qui nous dit qu'il ne faut pas qu'une personne se marie si une personne sait qu'il va se marier avec une femme et que dans la femme, dans la famille de cette femme, il y a 3 ou 4 personnes qui sont malades.
il faudrait mieux éviter ce mariage. Et pareil dans l'autre sens, s'il y a un garçon qui a 3 ou 4 personnes dans la famille qui est malade, il faudrait mieux éviter que cette fille se marie avec. Donc encore une fois, on voit ici apparemment de l'eugénisme. Mais nous dit le Rav Monk, mais pas du tout, c'est pas de l'eugénisme, parce que l'eugénisme, c'est une politique faite par l'État qui va obliger les gens et leur interdire d'avoir des enfants. Alors que lorsque le Talmud dit aux gens, ne te marie pas avec une famille, avec un garçon d'une famille où il y a beaucoup de personnes malades, c'est pour le bien de la fille. C'est parce qu'elle vient parler au rabbin et le rabbin lui dit, mais tu sais, ma fille, tu devrais choisir un autre garçon. Maintenant, elle va pas dire à ce garçon, au garçon, le rabbin ne va pas dire au garçon, tu n'as pas le droit de te marier avec personne. Tu peux te marier. La Torah t'interdit pas de te marier. Si quelqu'un vient me poser la question, donc il dit que c'est au point de vue de la Torah, au point de vue de la halakha, au point de vue de la Torah, c'est une question individuelle. C'est pas une question politique et c'est pas une question de l'État étatique. C'est quelque chose de tout à fait individuel et que donc lorsque la Torah, d'ailleurs, ce passage qui est repris dans Shulchan Aruch, qu'il faut mieux ne pas se marier avec une personne qui a dans la famille beaucoup de personnes malades. J'ai été voir plusieurs décisionnaires rabbiniques à Jérusalem, à Bnei Brak, etc. J'aurais demandé, mais c'est une halakha? Ils ont dit non, c'est pas une halakha. C'est Etzat Tova Kamash Malan. C'est une bonne, c'est un bon conseil qu'un rabbin doit donner quand on vient lui poser la question. Mais on n'a pas de police qui vérifie les gens et qui leur disent quoi faire, etc. C'est simplement une question de common sense. Si quelqu'un vient te poser la question, ben, tu lui dis, tu sais, peut-être. Et donc, il dit quoi? Il dit que le judaïsme, vous voyez, c'est écrit. Aval en ze inyan la mechokek velat tzibur. C'est pas une question ni pour la personne qui fixe les lois, velat tzibur. Et c'est pas une question aussi qui est une question de la population ou c'est nirele chez Torah d'Israël individualit benekuda azot. Au point de vue de la Torah, c'est quelque chose d'individuel, une question individuelle. Et donc, euh, après, il rapporte aussi d'autres arguments en disant que toute cette histoire d'eugénisme, c'est basé sur des statistiques. Et nous, dans la Torah, on ne va pas selon les statistiques parce qu'il dit, euh, pour nous, d'abord, si on parle de gens qui ont des mauvais penchants, que ce soit de l'alcoolisme ou des vendeurs ou des voleurs, ou que ce soit des gens qui font de la prostitution, nous, dans le judaïsme, tous les hommes naissent égaux et chacun il a Yetzer Tov et chacun il a Yetzer Hara et chacun peut choisir d'aller vers le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara et on va pas, il n'y a pas de déterminisme au niveau je dirais des vertus des personnes. Chacun, bien sûr, il y en a qui vivent avec des tzadikim et il y en a qui vivent avec des rechaim. Et il y a des gens qui sont tzadikim et qui vivent avec des tzadikim qui deviennent rechaim. Voilà, on a Ishmaël qui a vécu chez Abraham, on sait ce qu'il est devenu. Et puis on a Yitzhak qui vit chez Abraham et on sait ce qu'il est devenu. Donc, on ne va pas faire un déterminisme, bien sûr, tout ce qui est en rapport avec, bien sûr, les vertus et les bons penchants. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins le passage. On pourrait développer encore cela encore longtemps. Donc, lorsque moi je suis venu voir, et je vais terminer par là, lorsque moi je suis venu voir cette généticienne à Paris pour ce couple avec un enfant malade. Elle m'a traité d'eugénisme en me disant c'est honteux que vous parliez comme ça. Et moi, j'ai pas compris parce que moi, j'étais pas venu pour sauver l'univers, ni sauver l'humanité, ni sauver le peuple juif. J'étais venu pour monsieur et madame Untel, donc je tairai le nom, qui avait un enfant malade. Et puis c'est tout. On n'est pas venu pour faire une politique internationale et même pas nationale sur là-dessus. Mais bon, encore une fois, je crois que, et on en a parlé la dernière fois, notre affinité par rapport à ces questions, elles sont un peu différentes. Parce que d'abord, on a comme on l'a vu dans le cours précédent, on a une approche différente par rapport à l'embryon, qu'on ne considère pas dans le judaïsme comme un être vivant à part entière, mais simplement comme un potentiel de vie. Et donc, on a le droit de le détruire, on a le droit de faire de la recherche sur lui, on a le droit de le vérifier, etc. Donc, déjà, l'approche, à la base, elle est différente par rapport au christianisme qui considère l'embryon déjà comme un être humain euh, à part entière. Et, et puis, on a aussi, je dirais, je me permets de le dire en tant que juif, on a peut-être
on n'a pas on n'a pas je dirais, cette mauvaise, on n'a pas des remords par rapport à la sélection de personnes, par rapport à leur génétique. Parce qu'elle m'a dit, c'est de la sélection génétique ce que vous voulez qu'on fasse. C'est exactement ce que les nazis ils ont fait. Comment vous pouvez faire une chose pareille? Mais moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai jamais sélectionné les gens selon leur génétique. Donc, je comprends que vous ayez peut-être cette peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Allemagne et en Autriche, les restrictions par rapport aux DPI sont énormes, justement parce qu'ils ont l'impression et le sentiment de refaire d'une certaine manière une sélection de personnes par rapport à la génétique, ça les ramène 80 ans en arrière. Et peut-être qu'en Israël, justement, parce qu'on n'a pas été on n'a pas participé à cela, on l'a subi, mais on n'a pas participé, peut-être qu'on a une sensibilité différente. On va arrêter là parce que l'heure est arrivée.